principal, c'est le genre ou le sexe, puisque la très grande majorité des enfants reçoivent un prénom qui n'est donné presque que à des enfants de leur sexe. Donc les Joséphine sont toutes des filles, les Mohamed sont tous ou presque des garçons. Il y a quelques prénoms mixtes, mais très souvent les prénoms sont liés à un sexe. La deuxième chose, mais c'est plus flou, c'est un peu l'âge, puisque beaucoup de prénoms sont associés, en tout cas au XXe siècle en France, à un groupe d'âge particulier. Les Martine sont plutôt nées entre 1930 et 1955, les Stéphanie après, et puis les Léa sont plus jeunes. Alors ça, on peut assez souvent se tromper, puisqu'il y a toute une série de prénoms qui peuvent à la fois avoir été portés par des gens du début du XXe siècle et de la fin. Le troisième élément, c'est un peu l'origine géographique des parents, même s'il y a du flou. Beaucoup de prénoms, on va dire du nord de la Méditerranée, sont portés aujourd'hui par des enfants qui n'ont pas d'origine autre que française, mais ce n'est pas le cas pour les prénoms du sud de la Méditerranée, qui ne sont quasiment jamais donnés à des enfants qui n'ont pas des parents dont l'origine proche ou lointaine est d'Afrique. Et enfin, mais là c'est aussi en lien avec la période de naissance, c'est pour certains prénoms le milieu social dans lequel vivaient les parents au moment de la naissance. Et c'est instable parce que sur le temps relativement long, quelques dizaines d'années, les connotations et les milieux sociaux qui apprécient tel ou tel prénom vont changer. Quand les prénoms sont associés à des milieux sociaux par connotation, soit des milieux on va dire de classe populaire, donc avec un niveau d'études peu élevé, en moyenne, qui occupent des fonctions d'exécution, et que d'autres prénoms sont associés à des milieux plutôt intellectuels ou bourgeois, donc avec un niveau d'études élevé et des fonctions de direction, on peut penser que l'individu qui porte ce prénom sera associé aux caractéristiques du groupe social dans lequel ce prénom est souvent donné. Et donc là, il y a un clash entre les deux fonctions que portent les noms propres, qui sont la fonction dénotative, c'est-à-dire identifier un individu pour le différencier des autres. Et donc, il faut un prénom, et Baptiste, mon prénom, c'est pas Cédric, qui est le collègue d'à côté. Et la fonction connotative des noms propres. La fonction connotative des noms propres, c'est associer un nom propre à un groupe de personnes. Et les noms propres ont ces deux fonctions, dénotative et connotative. Et on voit que dans des formes de discrimination dont peut être le support, le prénom, il y a l'idée que l'individu que l'on voit, le Jean-Claude qui est en face de nous, qui n'est pas Jean-François et qui n'est pas Samir, est aussi associé par connotation à autre chose. Mais ça demanderait à savoir ce que les gens ont dans leur tête quand ils lisent un prénom. Je pense que des enquêtes un peu par méthodologie un peu expérimentale pourraient le faire pour trouver les biais implicites. Des enquêtes automatiques où on associe une couleur à une situation ou un mot et un autre mot, et on regarde le temps de réaction des personnes. Alors, quand j'ai étudié les changements de prénom, le projet de recherche que j'avais déposé visait à étudier des formes de discrimination et surtout des réactions qui ne soient pas des réactions de lutte contre les discriminations. Je me disais, il y a sûrement des personnes qui veulent, on va dire, la paix,
sociales et qui se disent je suis discriminé quand mon prénom est Dylan et donc je vais m'appeler Christophe comme tout le monde et je ne serai plus discriminé. Je l'ai très peu vu, ça. J'ai vu des personnes qui disaient je ne veux pas porter ce prénom parce qu'il est difficile à porter et je préfère avoir un prénom qui m'invisibilise. Mais j'ai surtout vu des personnes qui cherchaient à régler des conflits familiaux entre un père qui avait choisi Antonio et la mère qui avait toujours appelé son fils Antoine, par exemple. Quand au bout d'un moment, le père n'est plus présent, etc., et que l'enfant, par la force de l'action de la mère, a toujours été appelé Antoine, il finit par dire non mais ce Antonio sur mes papiers, ça me pose un problème parce que personne ne me connaît sous ce prénom. Donc il y avait énormément ça. Et aussi le fait que certaines personnes, au bout d'un moment, commencent à être appelées à l'adolescence ou au moment des études, à être appelées par un diminutif, un pseudonyme, un autre prénom, et ce prénom-là finit par être plus fort que le reste. On le voyait dans des professions artistiques, des professions liées aux soins à la personne, coach, psychanalyste, psychothérapeute, qui s'étaient construit une identité sociale sous certains prénoms, et très peu de résistance, de formes liées à des discriminations explicites. On trouvait des personnes qui disaient, quand j'ai commencé à être embauché, on m'a dit non, toi tu t'appelleras Caroline. Et elle ne s'appelait pas Caroline. Mais ce qu'on voyait, c'est elle disait oui, mais maintenant tout le monde me connaît sous le prénom de Caroline, donc voilà. On ne trouvait pas, mais parce que ce n'était pas l'objet de la demande, de gens qui se rebellaient contre cette obligation professionnelle d'avoir ce prénom. Donc les changements de prénom ne sont pas utilisés pour régler des problèmes causés par des discriminations professionnelles. Aussi parce qu'il faut pouvoir justifier de l'usage du prénom que l'on veut porter. Et il ne suffit pas de dire « je ne veux plus m'appeler Mehdi parce que je suis discriminé ». Il faut pouvoir dire « je veux m'appeler de telle manière » et surtout dire « ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'on m'appelle de telle manière ». Un changement de prénom, ce n'est pas l'acte magique par lequel le prénom change, c'est une reconnaissance que le prénom a déjà changé. Il y a des personnes qui, sachant que leur prénom est discriminé, on peut prendre les prénoms d'Afrique du Nord, que ce soit Samir, Abdelkrim, Mehdi, Mohamed, Marwan, sachant que ce prénom est discriminé, peuvent vouloir, quand ils recherchent un travail, en prendre un autre, par un prénom qu'on appelle un prénom d'usage. Ça peut marcher au début, mais rapidement, en fait, en France, le poids des papiers, la carte d'identité, le diplôme, etc., rappelle le prénom de départ. Et donc, on peut voir des personnes, et j'en ai vu dans le cas des changements de prénom, de personnes qui disent ça a marché jusqu'à un moment. Parce qu'au bout d'un moment, mes collègues, le service des ressources humaines, le patron s'est aperçu que l'identité sous laquelle je m'étais présenté, c'est pas ce qui est considéré comme étant la véritable identité, c'est-à-dire celle de l'acte de naissance. Parce que on a tous cette idée que la forme policière de l'identité, c'est-à-dire celle de l'acte de naissance, de la carte d'identité, ça doit être nécessairement la seule identité qui nous suive en dehors de ce monde policier, mais elle doit nous suivre au travail, à l'école, dans la famille, etc. Or, le monde social ne fonctionne pas comme ça, et on a des diminutifs, on utilise d'autres prénoms, on utilise son deuxième prénom, mais dans un cadre de surveillance étendue, le prénom d'usage finit par être vu comme une manière de cacher ce qui serait sa véritable identité.
prénoms sont connotés. Tous plus ou moins, alors, même si on peut penser qu'il y a des prénoms qui n'auraient aucune connotation, ils le sont, peut-être pour certains milieux et pas pour d'autres. Mais on se trompe beaucoup quand on essaye de tirer une conséquence individuelle sur les connotations d'un prénom. Une jeune femme qui s'appelle Leïla n'a pas nécessairement des parents qui viennent d'Afrique du Nord. Et donc, même si la quasi-totalité des Leïla ont probablement un ou deux parents ou des grands-parents qui viennent d'Afrique du Nord, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on se trompera pas si on a 1000 Leïla, et on se dit la majorité a des parents ou des grands-parents, ou un parmi eux qui vient d'Afrique du Nord, mais on risque de se tromper sur une personne, puisque la personne qu'on rencontre, elle ne correspond pas nécessairement aux stéréotypes du prénom, ou même à la réalité sociale du prénom. Et c'est lié au fait que le choix des prénoms est entièrement libre, et que donc il y a du bruit, il y a du flou. On peut s'amuser à avoir raison la plupart du temps, mais on va se tromper. Parce que même si, on va dire, 80% des Philippe sont nés entre 1930 et 1950, il y en a quand même 10% qui sont nés avant 1930 et puis 10% qui sont nés après 1950. Mes chiffres sont faux ici, mais c'est pour donner une idée. Donc récemment, des députés ont proposé une loi visant à interdire la discrimination sur la base du prénom. Donc c'est intéressant de voir que le prénom émerge comme on va dire, forme politique ou discussion politique. Ça permet certainement à des personnes de prendre conscience que avoir été discriminées sur la base de leur prénom, c'est pas anodin, mais que ça peut être l'origine d'une mobilisation politique. Après, il est aussi probable que ce soit très difficile de montrer, sauf bien sûr quand il y a des traces écrites de quelqu'un, du patron qui dirait pas de Kevin dans ma boîte, ça risque d'être très difficile à montrer, notamment parce que les connotations associées au prénom varient suivant les milieux sociaux, les âges, la position sociale, etc. Et qu'on peut en voir des formes quotidiennes au sens où les grands-parents trouvent souvent bizarre les choix de leurs enfants quand leurs enfants ont des prénoms. Certains vont dire « non, mais on ne peut pas appeler un bébé comme ça ». Donc là, on voit que ça varie suivant l'âge. Donc il n'est pas certain que tout le monde soit au clair sur le message que les prénoms portent. Il y a un flou autour.